Donc oui, la dernière fois, nous étions allés prudemment dans cette question du New Public Management qui avance un grand pas, certains l'ont appelé un rouleau compresseur qui s'installe dans toutes les organisations depuis à peu près une dizaine d'années. Mon souci dans ce livre, c'était et c'est toujours d'ailleurs, de dire à des jeunes professionnels par exemple, ou même à des plus anciens, que quand j'explique que l'institution, c'est pas une question de management ou d'évaluation, ou de manuel de bonnes pratiques, c'est pas l'institution, c'est pas éviter avec des notes d'incident tous les incidents qui pourraient survenir, même si ces notes d'incident peuvent être très très utiles pour amener une réflexion collective. Enfin, la question, c'est d'avoir une vision, et cette vision, c'est bien sûr le directeur qui l'apporte. Je dis pas qu'il l'apporte, mais qu'il l'amène. Et peut-être aussi, dans l'histoire de nos associations, il faudrait en dire un mot quand même, c'est une association, loi 1901, qui l'apporte. Et donc cette association, elle apporte cette œuvre collective à la société civile, si on veut. Il faut dire au passage que après la Deuxième Guerre mondiale, dans le secteur de ce qu'on appelait à l'époque l'enfance inadaptée, ce sont les associations à but non lucratif, loi 1901, qui ont pratiquement créé, je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais 70 ou 80% du secteur a été mis en place, créé, mis en route par des associations loi 1901, c'est-à-dire que, sans me mettre à dos tous mes collègues du secteur administratif ou public, c'est pas l'État qui a créé l'action institutionnelle de soins. Donc il y a là une question que Touraine, un sociologue un peu ancien aujourd'hui que j'aimais beaucoup, il nous expliquait que les travailleurs ont des droits d'auteur, hein, c'est-à-dire que c'est Élie Pouillot qui disait ça aussi par rapport à une partie de l'œuvre de Marx, en disant, mais dans la question du capitalisme, c'est pas que le capitalisme qui gênait les travailleurs, puisqu'ils en profitaient aussi d'une certaine façon. Ce qui les gênait, c'est d'être dépossédés de leur production, du fruit de leur travail. Et c'est un peu pareil, dans le travail est un bien collectif que l'organisation institutionnelle se doit d'entretenir correctement. Dans le livre, quand on évoquait la question de la parole, j'avais écrit, en gros, je crois, l'institution n'a pas besoin de savants, elle n'a pas besoin d'analystes, elle n'a pas besoin de consultants, puisque ça a été à la mode, cette problématique-là, il y a peu de temps. L'institution, elle n'a pas besoin que quelqu'un en réunion puisse apporter la bonne réponse à tous les problèmes qui se posent, même si la demande, malheureusement, ça peut être ça. L'institution, disais-je dans ce livre, à un certain moment, elle a besoin d'un bon jardinier, capable de creuser le terrain institutionnel pour que la parole puisse y couler, pour que la parole puisse circuler. Et ça, c'est une vision de l'institution. Le dirigeant ou le spécialiste, je pense en particulier au psychiatre qui a une fonction hiérarchique importante dans l'institution. Ils sont là à un certain moment pour apporter des mises au point sur la problématique d'un enfant, mais ils sont aussi là pour permettre que cette parole de travail, ce récit qu'on a évoqué, puisse circuler le plus tranquillement, faudrait dire, le plus tranquillement possible. Il faut que ça soit normal dans une institution de soins, il faut que ce soit normal de parler. Et quand on dit ça, on peut s'interroger sur un certain nombre d'organisations actuellement existantes dans la société civile ou religieuse. On peut se demander à quel endroit on parle. Et quand on voit
voit fonctionner certaines équipes de soins. Moi, j'étais hospitalisé plusieurs fois cette dernière année. Le lieu principal de parole, je pense que c'était le couloir pour les infirmières. D'ailleurs, j'avais la chance d'être dans un hôpital où apparemment à certains moments les infirmières pouvaient parler, rire, partager ce qui se passait. Et je me disais, il y a une bonne ambiance dans cet hôpital. Et j'avais en tête cette phrase de Houry qui disait « c'est l'ambiance qui soigne ». Donc on comprend aussi que dans un système où la clinique était très difficile à contrôler et évaluer, aller demander à un financeur ou un dirigeant ou un administrateur d'évaluer la fonction psychique d'une institution. C'est vrai que ça serait sûrement un peu difficile. Par contre, évaluer et aller à la rencontre de l'ambiance d'une institution, ça c'est tout à fait possible quand on veut faire son travail de dirigeant. Quand j'ai commencé à travailler, l'inspecteur de la DAS, à l'époque c'était la DAS, venait passer toute une journée, quelquefois même 2 jours à l'occasion des budgets dans l'institution. Et à cette occasion, il visitait tous les lieux de vie des enfants et il pouvait se faire une idée de cette ambiance. Les juges des enfants faisaient ça aussi, ils venaient rencontrer l'équipe qui présentait son travail et ils venaient rencontrer l'institution. C'est-à-dire que les responsables extérieurs, DAS, juges, pouvaient se faire une idée de cette institution et c'était important puisque c'est comme eux qui nous confiaient les enfants. Aujourd'hui, on a supprimé ces rencontres-là. On fait des conférences médias en visio, on fait des tableaux Excel de comparaison. Je ne sais pas si on rencontre mieux l'institution et cette ambiance qu'on a du mal à contrôler, qu'on a du mal à diriger, qu'on a du mal à gérer, on la remplace en fait, c'est ça qu'il faut savoir, qu'il faut avoir en tête. On la remplace par des évaluations qui peuvent être par ailleurs utiles, mais bon, ça dépend des critères retenus. On la remplace par des manuels de bonne pratique, c'est-à-dire qu'on supprime la pratique et on la remplace. On supprime la rencontre des professionnels qui connaissent la pratique depuis des années, et on la remplace par un manuel de bonne pratique, où on supprime une responsabilité globale d'un collectif de soins et on la remplace par des notes d'incident. C'est-à-dire qu'on supprime la clinique et on la remplace par des procédures. Et c'est ça qui constitue peut-être un peu l'inverse de la fonction phorique. Bien sûr, on peut tout mettre en note de procédure, tout mettre en manuel de bonne pratique, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui aide les professionnels à sortir de ce travail dans une tranquillité psychique vivable. Régis, je vous remercie. Je voulais vous demander de préciser, enfin de rappeler, parce que je pense que vous l'avez déjà dit lors de précédentes rencontres, la fonction de soutien des soignants n'a pas pour visée seulement de conforter ou de maintenir leur confort. Ce serait déjà pas mal, mais elle est indispensable, cette notion de soutien, pour l'efficacité du soin qu'ils apportent. Oui. Hein, ça, je crois que c'est très important, parce que c'est pas du tout négligeable d'assurer le confort des travailleurs, mais il y a plus que ça. Oui. Hein, il est indispensable pour que l'enfant, l'adolescent, la famille aille mieux, que le soignant soit déchargé du poids excessif qui pèserait sur ses épaules. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, vous avez raison Jean-François, c'est qu'on n'est pas dans un monde tout à fait classique, c'est-à-dire que les enfants sont là, sont pris en charge là pour certaines raisons. Et ils ont eux aussi des fonctionnements, des comportements qui vont être difficiles à supporter pour les professionnels qui s'en occupent.
C'est-à-dire que c'est pas une question de confort dans le sens d'organisation du travail ou de bonne organisation du travail dans les entreprises, même si c'est pareil dans une entreprise, je crois. C'est une question d'être capable de supporter la pathologie qui va traverser les relations dans ce groupe-là et dans cette institution-là. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre au travail dans des situations très complexes des professionnels qui n'auraient pas derrière ou avec eux un système de soutien tout à fait particulier par rapport à ces pathologies. Et puis alors, il y a autre chose dans ce que vous avez dit encore, et je ne sais pas si vous y avez réinsisté aujourd'hui, c'est dans ce travail d'éducation, enfin d'accompagnement de ces enfants et de ces familles en souffrance, ce grand respect que les uns et les autres doivent avoir pour l'inconscient et pour la part d'un vécu que nous ne connaissons pas ou insuffisamment. Et ça, c'est difficilement quantifiable. Oui. Donc c'est pourtant un des aspects très importants de ce que vous rappelez dans votre expérience et dans votre livre. Oui, oui, bien sûr. Et ce qui est étonnant dans cette question-là, c'est que personne dans une institution va vous demander de faire une formation complémentaire, une formation continue sur la question de l'inconscient. Voilà. Et donc, par contre, vous demandez de faire une formation sur les procédures, sur comment rédiger les documents de la loi du 2 janvier 2002, comment faire un tableau Excel, etc. En général, ça vous sera accordé. Et donc, il y a quand même derrière ce grand public, mais ce grand nouveau management public, le problème, c'est que c'est pas que l'arrivée d'une nouvelle forme de direction des affaires politiques et des affaires publiques, c'est une certaine conception des affaires publiques qui entre dans les institutions et surtout dans les associations qui normalement sont responsables du travail qu'elles acceptent de prendre en charge et qu'elles proposent de prendre en charge. Donc il faut faire attention parce que les associations actuellement, malgré leur résistance et leur capacité depuis 50 ans de s'adapter aux changements réglementaires, les associations ont fait la preuve de ces 10 dernières années qu'elles étaient capables de s'adapter et de rentrer dans cette fourche codine des nouvelles procédures. Ceci dit, si vous voulez, il ne faut pas on en a besoin, ça c'est l'établissement, la structure de l'établissement, c'est indispensable d'en prendre soin, bien sûr, mais il ne faut pas que la charge de l'établissement soit plus lourde à porter que la charge de la clinique, du soin et de la réflexion sur ce soin.